Complètement dans le vif du sujet, car comme vous le savez, le calendrier PRIPS est en lui-même un enjeu majeur de la mise en place de ce règlement. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer autour de ce calendrier. Ce calendrier, il est inscrit au niveau 1 du règlement qui a été publié au journal officiel en 2014. Et ce calendrier s'explique par le fait que, initialement, le DC PRIPS devait s'inspirer beaucoup plus du DC OPCVM. PRIPS, effectivement, est issu d'une initiative commune sous l'ère Barnier. Madame Balançon l'a rappelé, cette initiative PRIPS n'est pas une initiative unique, elle est accompagnée à l'époque des textes autour de MIF. Et à l'époque, l'idée, c'était effectivement de venir améliorer la transparence des marchés financiers. Et pour ce faire, il avait été reconnu que le DC OPCVM avait été une excellente initiative qui fonctionnait bien dans l'esprit, puisqu'elle n'était pas encore en œuvre à l'époque et qu'elle était en ordre de marche. Et donc on s'était dit, on va prendre le DC OPCVM, qui s'applique donc aux OPCVM et en France à certains IFIA, et on va l'étendre à un périmètre qui est beaucoup plus large et qui est celui des produits bancaires et assurantiels. Alors l'histoire a complètement changé au fur et à mesure du temps pour des raisons multiples, notamment parce que le champ d'application est beaucoup plus large, que du coup les méthodologies développées au sein du DC OPCVM ne se sont pas révélées pertinentes sur l'ensemble du périmètre et qu'il a fallu adopter des changements, je dirais, assez majeurs. Néanmoins, on se retrouve avec un calendrier difficile dans sa mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que la Commission a effectivement donné mandat aux 3 ESAS, que sont donc les autorités supranationales, IOPA, EBA et ESMA, pour venir travailler sur des normes techniques de règlement, c'est-à-dire sur l'ensemble des actes délégués qui viennent faire vivre ces principes fondamentaux qui ont donc été publiés en 2014. Et selon ce calendrier, l'entrée en vigueur du texte est la fin de l'année 2016, le 31 décembre. C'est un calendrier qui est aujourd'hui excessivement étroit à plusieurs titres. D'abord parce que la Commission n'a pas terminé de viser le texte, qui est donc toujours en cours de revue entre les mains des services juridiques. Je dirais même un peu plus, la Commission européenne a largement entamé la procédure de traduction du texte dans toutes les langues de l'Union, et ce, pour pouvoir publier une version finale des RTS début juillet. Ce qui signifie que début juillet commence le process d'objection possible du Parlement et du Conseil aux RTS qui seront alors visés par la Commission européenne. Ce process est éventuellement très long. Il était initialement d'une période de 2 mois extensible d'1 mois. Il s'est transformé en une période de 3 mois extensible de 3 mois. Pourquoi ? Parce que la Commission est venue amender les RTS que les ESAS lui ont transmis. Pas sur le fond, mais sur la forme, et pour des questions en fait juridiques. Elle estimait que le texte tel que transmis ne correspondait pas aux exigences d'un texte de niveau 2, et elle l'a transformé comme elle l'estimait nécessaire. Ce qui explique donc une période d'objection qui est potentiellement de 6 mois et qui, si elle était utilisée en plein, arriverait à une validation finale des textes après sa date d'entrée en vigueur. Donc c'est une difficulté que je vous reconnais être majeure. Elle n'est pas la seule parce que le texte de niveau 2 n'est pas autosuffisant. Il aura donc besoin de mesures de niveau 3 pour vivre, c'est-à-dire que ces mesures de niveau 3 vont pour certaines venir compléter le niveau 2 et pour d'autres venir clarifier le niveau 2, puisque vous l'aurez sans doute compris, j'imagine que pour certains d'entre vous, vous l'avez lu, ce n'est pas le texte le plus limpide que les ESAS ont pu à ce jour écrire ensemble. Alors, ces premières mesures de niveau 3 seront publiées peu ou prou au même moment que la publication au journal officiel des RTS par la Commission, c'est-à-dire début juillet. Mais sachez que ces mesures de niveau 3 qui prendront la forme de Q&A auront une vie qui leur seront propres. C'est-à-dire que probablement que des questions, notamment d'ordre opérationnel et pratique, viendront s'accumuler au fur et à mesure du temps, et les ESAS
au sein d'un groupe de travail dédié, feront de leur mieux pour y répondre au sein de ce Q&A, donc qui sera révisé, amendé, complété au fur et à mesure du temps. Ce sont donc bien des premiers Q&A qui seront publiés début juillet. En plus de ça, il y a eu un certain nombre de questions de niveau 1, des questions majeures. Alors je dis de niveau 1 parce que ce sont des questions qui viennent s'interroger sur, par exemple, le champ d'application qui est, lui, défini au niveau 1 et pas au niveau 2, sur la responsabilité, par exemple, de l'acteur qui produit le document. Et donc ces questions de niveau 1 qui sont des questions majeures, parce que quand on ne sait pas quel est le périmètre en question, il est d'autant plus difficile de venir appliquer le texte et de se mettre en ordre de marche, devront être clarifiées par la Commission début juillet également. Pourquoi par la Commission ? Parce que les ESAS n'ont pas de mandat pour venir clarifier un texte de niveau 1. Seule la Commission et éventuellement le Parlement pourraient venir éclairer sur le texte. C'est pour ça que c'est la Commission qui tient la plume sur ces clarifications de niveau 1 et elles prendront probablement la forme de recommandations. Mais nous n'en sommes pas sûrs à ce stade. Donc, comme je vous le disais, le calendrier est donc un élément majeur. Sachez par ailleurs que les régulateurs, de manière générale, au niveau européen, ont demandé à ce qu'il y ait un report de la date d'entrée en application du texte, que cette demande a été également reprise par un certain nombre d'États, dont la France, qui a écrit conjointement avec l'Allemagne et également d'autres pays une lettre à la Commission européenne pour exiger ce report et qui a reçu une fin de non-recevoir récemment. Donc la Commission a encore une fois réitéré son refus de venir reporter la date d'entrée en vigueur du texte. Et vous le savez également, l'ensemble des associations et des acteurs se sont également et conjointement exprimés pour un report de la date d'entrée en vigueur du texte. À ce jour, la Commission refuse tout report. Nous devons donc travailler sur la base du calendrier qui vous a été transmis, c'est-à-dire avec une date d'entrée en vigueur du règlement au 31 décembre de l'année 2016. Donc, comme l'a indiqué Catherine, le champ d'application de PRIIPs est très large, mais il est différent de celui de MIF. Il est très large parce qu'il vise l'ensemble des produits offerts à des investisseurs non professionnels selon la définition de la MIF, et qu'il s'agisse de produits d'investissement, mais également de produits d'assurance, avec une partie avec une partie qui pourrait fluctuer avec la valeur de certains actifs composant le produit assurantiel et donc avec la fluctuation des marchés. Donc, champ d'application excessivement large qui inclut à la fois produits bancaires, produits assurantiels, produits de la gestion d'actifs, un nombre d'exclusions extrêmement limité et qui concerne uniquement en date les actions, les obligations et les dépôts, et puis les produits d'assurance pure, c'est-à-dire sans partie marché. Un objectif très fort qui est à la fois une meilleure transparence de l'information transmise à l'investisseur, mais aussi lui donner la capacité de prendre une décision éclairée. Et lui donner la capacité de prendre une décision éclairée, c'était de rendre les différentes informations qu'on lui transmettait comparables entre elles. Et pour ce faire, il a été décidé de mettre en place donc un document clé d'information qui doit répondre à des questions basiques selon un ordre et un format qui est prescrit dans le niveau 2. Et ces questions basiques doivent permettre de donner les réponses qui donneront à l'investisseur la possibilité de prendre une décision informée. Et donc, ces réponses sont à des questions sur qu'est-ce que ce produit, à quel horizon d'investissement, quel est son profil risque-rendement, quels sont les coûts qui m'incombent, si jamais ma contrepartie fait défaut, ai-je des recours et quels sont-ils, etc. Et donc l'ensemble de ces informations devront être indiquées de manière commune, c'est-à-dire selon un plan et un format commun, peu importe le produit concerné. Alors, PRIIPs, du coup, s'attache à venir définir, selon des méthodologies nouvelles, 3 blocs d'informations essentielles. Le premier, c'est le profil risque d'un produit donné. Le second,
c'est son profil de rendement, et le dernier est l'ensemble des coûts afférents au produit et donc supportés par l'investisseur in fine. Je reviens d'abord sur le premier élément qui nous intéresse, à savoir l'indicateur de risque synthétique. Cet indicateur de risque synthétique donne une note agrégée sur une échelle de 1 à 7 d'un risque qui est un risque qui vient synthétiser à la fois le risque de marché et le risque de crédit, qui sont les deux risques essentiels identifiés dans le cadre des mesures de niveau 2. Alors cette note est donc bien une note commune à ces deux risques, sachant que le risque de crédit vient ajuster à la hausse uniquement le risque de marché et pas à la baisse. Donc cette comparabilité, elle n'est pas parfaite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas discriminer un produit qui a à la fois un fort risque de marché et risque de crédit par rapport à un produit qui aurait, lui, un fort risque de marché, mais un faible risque de crédit. Encore une fois, parce que le risque de crédit ne peut qu'ajuster à la hausse le risque de marché et pas à la baisse. Cette mesure de risque numéraire est complétée par des narratifs qui reviennent sur un élément essentiel que Catherine vous a annoncé, à savoir que l'ensemble du PRIP est fondé sur un horizon d'investissement donné qui est la période de détention recommandée. Et donc l'indicateur de risque vient calculer, lorsque cela est possible, un risque de marché à période de détention recommandée, de même que c'est le cas pour le profil de rendement ou encore pour les coûts. Alors il y a également des périodes intermédiaires, mais lorsque vous voyez cette note 5 sur l'échelle de risque, elle ne vaut qu'à période de détention recommandée. C'est pour ça que nous avons des narratifs qui viennent rappeler cette méthodologie. Pourquoi ? Parce que si un investisseur devait décider de venir racheter son produit par anticipation, évidemment si cela était possible dans le cadre du produit acheté en question, il pourrait avoir un risque supérieur à celui qui est indiqué dans l'échelle de risque qui lui est proposé. Cette échelle est donc également complétée par d'autres narratifs qui reviennent à la fois sur le risque de liquidité possible du produit, mais également son profil de liquidité. Il y a, comme je vous l'indiquais, une question sur l'horizon temps au sein du document clé d'information, mais cette question sur l'horizon temps est rappelée en fait à différents endroits, et notamment au sein de l'échelle de risque de marché. Pourquoi ? Parce qu'on veut rappeler encore une fois à l'investisseur que si, par exemple, il était loqué dans un produit jusqu'à maturité, son profil de liquidité est nul, et donc cet indicateur de risque doit l'alerter de nouveau à ce sujet. Cet indicateur de risque est complété par des scénarios de performance. Il y en a 3. Un scénario défavorable, un scénario modéré et un scénario favorable. Ces 3 scénarios sont issus d'une distribution des rendements futurs qui est calculée sur la base d'une VaR 97,5% à période de détention recommandée et ou à période intermédiaire, lorsqu'il y a des périodes intermédiaires. Alors, je me permets de vous rappeler la mesure quantitative parce que c'est celle qui est également utilisée dans l'appréciation du risque de marché. Donc, afin d'éviter de mettre en place une mesure de risque, enfin en tout cas une méthodologie permettant de venir distribuer les rendements futurs qui éventuellement serait différente de celle des risques de marché, on a préféré loquer cette même méthodologie sur l'ensemble des différentes thématiques du document clé d'information. Alors ça a un avantage. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas plusieurs méthodologies quantitatives à développer. Elles sont déjà suffisamment complexes. Ça a un inconvénient, c'est que cette VaR 97,5%, elle est calibrée sur les 5 dernières années de performance du produit, ce qui signifie que si ces 5 dernières années de performance ont été très bonnes, eh bien, il n'y a pas vraiment de scénario négatif. Dans ce cas-là, les producteurs d'un KID devront créer un 4e scénario qui, lui, montrera effectivement des rendements négatifs, c'est-à-dire un scénario qui, lui, sera effectivement vraiment négatif. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si les 5 dernières années étaient très mauvaises et que du coup l'ensemble des scénarios montrés sont négatifs, il n'y a pas d'obligation, et d'ailleurs il n'y a pas non plus d'autorisation, de montrer un 4e scénario qui, lui, serait positif. Ces scénarios de performance doivent être montrés à la fois en valeur et en pourcentage. Et ils doivent être montrés nets des coûts. Alors les coûts, c'est le dernier pilier de ce KID.
C'est un pilier qui est très important parce que c'est une divergence majeure avec le kit OPCVM à ce jour. Les coûts, en fait, tels que déclinés dans le niveau 2, répondent aux exigences du niveau 1 que j'ai reflétées dans ce slide et qui sont des exigences extrêmement élevées. Pourquoi ? Parce qu'elles souhaitent une publication des coûts de manière exhaustive, ce qui signifie que les coûts que vous voyez listés dans les mesures de niveau 2 sont une liste non exhaustive. C'est ce qu'on pourrait imaginer d'un produit donné, mais ce n'est pas tous les coûts. S'il y en a d'autres, par exemple, il faudra venir les inclure, même s'ils ne sont pas listés au niveau 2. Alors, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, comme l'a mentionné Catherine, PRIP, c'est un règlement qui vise un produit. Néanmoins, lorsque ce produit est distribué via des conseillers, via des distributeurs, le kit PRIP doit refléter ce coût, pour autant qu'il soit connu. Et s'il n'est pas connu, un coût maximal de distribution doit être intégré au sein du DC. Alors, quels sont ces coûts ? Il s'agit à la fois de frais uniques, récurrents et de frais liés à la performance. Il s'agit de coûts qui viennent donc réduire le rendement sur une base annuelle. C'est la fameuse méthodologie du Reduction in Yield. C'est donc bien l'impact des coûts totaux en fonction du temps. Et sur la base d'un montant retenu qui est identique. C'est 1 000 € en général et 10 000 € pour les produits d'assurance vie. Il y a un affichage des coûts à 3 périodes distinctes, comme je vous le disais, comme pour les scénarios de performance, donc à période de détention recommandée et à 2 périodes intermédiaires. Alors la grande nouveauté des coûts, c'est effectivement les coûts de transaction en ce qui concerne les fonds d'investissement. En ce qui concerne les produits d'assurance, c'est l'obligation pour l'assureur de venir discloser, publier l'ensemble des coûts en plus de tous les coûts qui sont déjà contenus au sein des produits distribués via des produits assurantiels, donc les coûts propres à la compagnie d'assurance. Et puis en ce qui concerne les produits structurés, en gros, c'est de venir publier la marge. Alors, ce que ça signifie, c'est qu'au final, il n'y a pas d'avantage ou de désavantage d'un univers ou d'une catégorie de prix par rapport à un autre, c'est que tout le monde devra venir publier l'ensemble de ses coûts selon une approche et une logique qui est commune. Donc sur les coûts de transaction, l'impact est majeur, il est double, je dirais. D'abord sur la méthodologie, qui elle-même va être très difficile à mettre en œuvre et qui suppose des déploiements informatiques généreux, notamment pour venir mémoriser le prix au moment de la transmission de l'ordre. Pourquoi ? Parce que le coût de transaction, c'est la différence entre le coût d'achat, par exemple d'acquisition, au moment où l'ordre est transmis et son prix au moment où l'ordre est exécuté. Qu'est-ce qu'on fait donc via le calcul des transactions ? C'est qu'on essaye de prendre en considération l'impact d'un ordre donné sur le marché. Donc on essaye d'inclure dans ces coûts de transaction l'impact des mouvements de marché, ce qui est excessivement difficile. Il faudra voir si dans le temps cette méthodologie a raison ou tort, c'est-à-dire si on est capable d'isoler l'impact d'un ordre donné par rapport à l'ensemble du carnet d'ordre existant. Alors, il y a une exemption pour les nouveaux prix, en tout cas en ce qui concerne les coûts de transaction, puisqu'ils vont pouvoir baser leurs calculs sur des valeurs standardisées qui seront fournies dans le cadre du niveau 3, valeurs standardisées qui donc correspondent à des sous-catégories d'actifs, donc des valeurs indicielles par approximation aux actifs détenus dans un portefeuille donné, mais portefeuille qui n'a pas encore eu le temps de tourner puisque c'est un portefeuille nouveau dans le cadre d'un nouveau PRIP. La présentation des coûts diffère également de MIF. Pourquoi ? Parce que d'abord on montre essentiellement les coûts qui sont dans le produit plus les coûts du distributeur si jamais. On montre ces coûts en valeur et en pourcentage encore une fois. Et ces coûts en pourcentage, en tout cas pour le total qui se situe donc en bas à droite, sont déclinés dans un second tableau en fonction des typologies de coûts applicables, à savoir s'agit-il d'un coût d'entrée ou de sortie, donc d'un coût unique, de coûts récurrents ou de coûts liés à la performance.